Bienvenue, moi je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, on tient aujourd'hui une nouvelle séance du webinaire face à la pandémie des choix de société. Nous avons voulu, avec ce cycle, ouvrir le débat sur les choix en présence face aux enjeux qui, avec la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire, ont pris une dimension critique et dramatique, démontrant avec encore plus d'évidence que nous sommes confrontés à une crise de civilisation, à la fois comme individus, mais aussi comme êtres humains solidaires. Face au désastre des politiques néolibérales se pose l'impératif d'un changement de trajectoire. Et donc, avec ce webinaire, nous souhaitons contribuer à une confrontation démocratique sur les choix politiques en présence et les moyens d'action qui se présentent à nous pour mettre en œuvre des solutions au service de l'intérêt commun. Nous avons tenu jusqu'à présent 5 séances sur le vaccin, sur la science, les politiques macroéconomiques, le travail et l'éducation. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de ces séances en ligne sur notre site et sur notre chaîne YouTube, ainsi que le dossier du Silomag numéro 11 qui est associé à ce webinaire et qui s'intitule « Crise Carrefour des choix » que vous pouvez trouver en ligne sur le site de Silo. Il vous propose toute une série d'articles sur les différentes dimensions de la crise. Alors, il nous a paru évident avec cette séance de clôture du webinaire que nous devions revenir sur les enjeux de santé et sur la situation de l'hôpital en particulier. Cette dernière séance associe d'ailleurs la revue des cahiers de santé publique et de protection sociale qui est éditée par la Fondation. Et vous pourrez retrouver le dernier numéro en ligne sur le site des cahiers de santé. Nous avons d'ailleurs, je crois, parmi les participants de ce soir, des rédacteurs, des rédactrices, des lecteurs et des lectrices des cahiers de santé. Merci pour votre participation et vos réflexions, vos questions, vos propositions enrichiront notre discussion. Alors, cette crise de l'hôpital, elle n'est pas récente, mais on a pu en percevoir toutes les dimensions pendant la pandémie, et ce de façon quotidienne. Toutes les attentions ont été rivées pendant des semaines et des mois sur le nombre de lits disponibles en réanimation, sur l'état des personnels démunis, dont on se demandait s'ils allaient tenir sous une telle pression. L'attention se portait aussi sur le matériel et les médicaments, dont certains étaient insuffisants. L'attention s'est portée sur les pouvoirs publics, pris dans les contradictions des politiques qui sont menées depuis plusieurs années. Sur les institutions gestionnaires aussi, qui ont révélé au grand public leur froideur calculatrice et le désastre des politiques néolibérales, de contraintes budgétaires et d'imposition des logiques marchandes qui font du soin un acte industrialisé et des soignants des exécutants surexploités. Alors, on aurait pu penser que la pandémie constituerait l'opportunité historique d'ériger le soin et la santé publique en priorité de l'action politique, qu'elle constituerait une opportunité pour reconnaître et rétribuer à hauteur de leur engagement et de leur travail des personnels soignants qu'on a considérés comme des héros en les applaudissant chaque soir aux fenêtres, qu'elle constituerait aussi l'opportunité de refinancer massivement l'hôpital public en l'intégrant aussi dans une politique globale de santé qui pense la complémentarité entre les acteurs et les différents niveaux de la santé de proximité à l'hôpital. Mais la pandémie n'a pas été cette occasion de penser un service public de la santé en phase avec les défis sanitaires de notre époque. Au contraire, les lits ont continué d'être fermés, les services sont soumis à toujours plus de pression, tout comme les personnels. Le Ségur de la santé, en juin 2020, a permis une amélioration conjoncturelle pour une part des soignants, mais rien de structurel n'a été mis en place et les problèmes demeurent. L'hôpital est sous-financé, tout comme les structures et les dispositifs de santé de proximité. Les déserts médicaux gagnent du terrain, les établissements et des services continuent de fermer, les soignants démissionnent massivement. La marchandisation du secteur progresse avec l'expansion des complémentaires et des grands groupes privés qui ont profité de la pandémie pour se développer. Donc avec cette séance, il nous a semblé utile 2 ans et plus après le début de la pandémie de faire un bilan des politiques menées, des concertations qui se sont tenues et qui ont encore lieu avec les acteurs du terrain, et puis aussi des mobilisations nombreuses et multiformes des personnels soignants. Il nous a aussi semblé de prendre un temps pour débattre des propositions qui sont avancées, qui sont nombreuses, qui sont structurées, qui proposent de faire autrement et de remettre l'humain au cœur des politiques de santé. En effet, les tribunes, les appels sont nombreux à présenter des feuilles de route, des solutions systémiques pour faire face à ce qui est une casse en règle du service public de santé.
Dans le monde aujourd'hui, 10 000 soignants signent une lettre à Emmanuel Macron dans laquelle il dénonce son silence assourdissant face à les situations de la pédiatrie et des enfants malades. Il rappelle notamment que la mortalité infantile est désormais en hausse en France. Et ils nous disent, une société qui ne peut plus prendre soin des enfants est une société sur le déclin. Ce qu'ils demandent en premier lieu, c'est de reconnaître la responsabilité de l'État dans la crise sanitaire majeure que nous vivons. On en est bien loin. L'État est en effet loin de faire son autocritique. Ce qu'on observe plutôt, c'est que les politiques néolibérales dans la santé comme dans d'autres secteurs s'accompagnent d'un autoritarisme de l'exécutif qui n'hésite pas à s'affranchir des règles démocratiques et particulièrement de la démocratie parlementaire en abusant du 49.3. Qui a été utilisé 7 fois par la Première ministre et notamment à l'occasion du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui empêche tout débat sur les questions de santé et sur les questions du financement de la santé pour centrer le débat sur la légitimité du gouvernement, ce qui est complètement hors sujet. On parle là pourtant d'un budget qui est supérieur à celui de l'État, un budget de 600 milliards d'euros, qui n'est donc pas soumis au débat parlementaire et démocratique. Donc, pour traiter de ces sujets essentiels, on est très heureux d'accueillir ce soir 2 intervenants. Bonsoir, Fanny Vincent, merci d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Vous avez écrit avec Pierre-André Juvin et Frédéric Pierru La casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public qui est paru aux éditions Raison d'agir en 2019. Un livre essentiel pour comprendre pourquoi et comment l'hôpital public est plongé dans une crise permanente. Vous nous expliquez ce que vous dites, c'est qu'il y a un double mouvement typiquement néolibéral de centralisation autoritaire étatique et de marchandisation qui sacrifie l'effectivité des droits sociaux. Vous détaillez la conception technico-gestionnaire à l'œuvre dans l'hôpital qui provoque l'étouffement financier des établissements avec les conséquences qu'on connaît sur les personnels et les patients. Et puis aussi, vous revenez sur le rôle essentiel joué par l'État depuis les années 70 et tout au long des décennies suivantes pour mettre en place un État hospitalier caractéristique du néolibéralisme qui va de pair avec l'expansion de la logique concurrentielle et entrepreneuriale. En effet, l'État s'efforce d'organiser la concurrence entre les hôpitaux et les cliniques, notamment à travers les modes de financement que vous nous expliquez bien dans votre livre. Et puis, nous sommes aussi heureux d'accueillir Loïc Penn. Bonsoir. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital de Creil dans l'Oise. Vous êtes membre du collectif des médecins CGT. Vous avez été candidat NUPES dans la 7e circonscription de l'Oise aux législatives de juin dernier. Vous vous êtes notamment battu contre la fusion des hôpitaux de Creil et Senlis, qui s'est soldée par la fermeture de la maternité de Creil. Vous pourrez d'ailleurs nous dire où en est cette bataille qui résonne avec la bataille pour la réouverture de la maternité, qui résonne avec les batailles menées ailleurs en France contre les fermetures. Je rappellerai simplement ce chiffre. En 1975, il y avait 1369 maternités en France. En 2018, il n'en restait plus que 498 et en mars 2019, 338. Ça donne un peu une idée de la situation catastrophique à laquelle sont confrontées les femmes. Vous nous expliquerez comment les mobilisations sont montées en puissance ces dernières années, avant la pandémie et ces 2 dernières années en particulier. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, alors qu'on a eu cet été une vague de démissions, des mobilisations en juin qui ont perduré cet été, et que nous sommes là en début de saison hivernale face à une situation de submersion des urgences pédiatriques et que l'ensemble des secteurs hospitaliers sont face à 3 pics épidémiques, donc la bronchiolite, la grippe et le Covid qui revient et qui risque de plonger les services encore dans une situation des plus compliquées. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais vous passer la parole pour une vingtaine de minutes chacun. Et puis ensuite, nous prendrons les réflexions, les contributions, les questions du public que vous pourrez déposer dans l'onglet Q&R au bas de l'écran. Voilà, donc Fanny Vincent, je vous passe la parole pour ces 20 minutes. Merci.
Eh bien, merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend. Donc, en effet, pour commencer ce webinaire de ce soir, moi, je voulais partir du constat qu'on fait tous, hein, je pense, que l'espace médiatique ces derniers mois et ces dernières années, on va dire, est saturé par le thème de la crise de l'hôpital, une sorte de crise sans fin qui va de grève en épidémie, qui ne s'arrête plus. On a parlé de la grève des urgences, de la grève de l'hôpital de manière plus générale, de la crise sanitaire, de la crise de la pédiatrie aujourd'hui. Donc, toutes ces crises se surajoutent les unes aux autres, donnant l'impression que l'hôpital est en proie à une crise qui ne s'arrête jamais. Et la question que je voulais poser, pour commencer, c'est celle du vocabulaire qu'on utilise pour décrire l'état de l'hôpital aujourd'hui, à savoir ce vocabulaire chrysologique d'une certaine façon. Et je me suis demandé à partir de quand est-ce que plutôt les pouvoirs publics vont arrêter d'utiliser ces termes de crise pour nommer correctement les choses, entre guillemets. Et là, je fais référence à ce que disait François Braun, le ministre de la Santé, il y a quelques jours au micro de Mediapart, notamment quand il reprenait Camus en disant que mal nommer les choses, c'était ajouter du malheur au monde. Il faisait référence notamment au terme de tri que certains soignants avaient utilisé pour décrire la situation en pédiatrie aujourd'hui, réfutant par là même ce terme-là. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, de manière un petit peu provocatrice, non, l'hôpital n'est pas en crise. Il est en proie, en fait, à un processus de destruction, de démantèlement qui a été entamé dans les années 70-80 par tout un tas d'acteurs qu'on peut regrouper sous le terme de nébuleuse réformatrice, pour reprendre celui d'un sociologue qui s'appelle Christian Topalov. Donc, par tout un tas d'acteurs qui entendent réformer l'hôpital pour le transformer, mais qui aboutissent, enfin, toutes ces réformes aboutissent donc à une casse, à une destruction, à un démantèlement de l'hôpital public, euh, étant entendu qu'en fait, le fonctionnement de crise de l'hôpital est devenu aujourd'hui le fonctionnement normal de l'hôpital. La normale, puisque la normale, c'est ce qui devrait caractériser une crise, un état anormal par rapport à un fonctionnement normal, la normale est aujourd'hui devenue banale et normale. Quel soignant oserait encore penser qu'une journée puisse se passer sans qu'on refuse des patients faute de lits ouverts ou de personnel manquant? Quel cadre oserait encore penser qu'une seule journée puisse se passer sans avoir à gérer des arrêts de travail? Quel patient oserait encore penser se rendre aux urgences sans craindre de passer des heures sur des brancards et tomber sur des équipes épuisées? Le travail en mode dégradé, comme l'appellent les soignants, est devenu la norme aujourd'hui à l'hôpital. Et on le voit particulièrement depuis quelques semaines, ces derniers jours, la prise en charge d'une épidémie aussi routinière et aussi banale, entre guillemets, que celle de la bronchiolite chez les bébés et les jeunes enfants, eh bien, n'arrive plus à être prise en charge faute de personnel et de lits ouverts. Et sa gestion se fait au prix, encore une fois, de déprogrammation et d'un triage systémique des patients, il faut le dire clairement. Donc, pour comprendre la fabrication de cette crise, qui est en fait voilà, une crise structurelle et protéiforme, ou un démantèlement de l'hôpital public, et qui est à la fois du coup, qui a à la fois une dimension financière, une dimension éthique, une dimension de santé publique, une dimension démocratique, et j'en passe. Eh bien, il faut remonter un petit peu, et donc c'est la tâche que j'ai ce soir. Je vais essayer de faire ça très rapidement, du coup, sans vous noyer sous les détails techniques. On pourrait y revenir dans la discussion. Mais donc, en effet, comme vous l'avez dit en introduction, les racines des maux de l'hôpital public remontent au moins aux années 70-80. Il y a beaucoup de choses qui se passent à cette époque. On est face à un chômage de masse, une inflation montante au niveau de la société. Et dans ce contexte, les gouvernements de droite comme de gauche, eh bien, vont se focaliser sur les dépenses sociales. Et dans ces dépenses sociales, eh bien, il y a évidemment les dépenses de santé et la question de l'hôpital. En fait, les coûts sociaux, les coûts de la santé, les coûts de l'hôpital vont commencer à être fabriqués comme des problèmes par les gouvernements et par les experts qui les entourent. Et ça, c'est assez mauvais signe pour le service public. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se focalisent sur les dépenses sociales? Eh bien, c'est vrai qu'avec le progrès médical du début du siècle, qui se poursuit tout au long du XXe siècle, avec les réformes qui ont eu lieu dans les années 40-50, eh bien, l'État a massivement investi dans le système de santé pour améliorer les prises en charge des patients. Les gens sont mieux soignés, les soins sont plus sûrs, le remboursement et l'accès aux soins s'est amélioré, les hôpitaux se sont multipliés, les professionnels de santé aussi.
Tout ça permet en fait de parler d'une hausse du niveau de vie et des conditions de vie de la population, mais ce qui va retenir l'attention des pouvoirs publics, eh bien, ce sont moins ces progrès réalisés ou la vétusté et les progrès qui restent encore à faire, mais que le niveau de dépenses publiques et la croissance désordonnée des équipements hospitaliers. Donc, va s'imposer l'idée d'une rationalisation du système de santé, de ses acteurs et de son mode de gestion. Et en l'occurrence, le modèle qu'on va importer, sur lequel on va se baser pour mettre en place cette rationalisation, comme ça qu'on la nomme, eh bien, c'est le modèle de gestion du secteur privé. Et il faut savoir, là, enfin, je trace ça à grands traits, mais à chaque fois, ça s'incarne véritablement dans des acteurs, en l'occurrence, là, des hauts fonctionnaires qui sont de plus en plus nombreux à être formés à l'économie, à la modélisation économique, aux statistiques, et donc qui vont se baser sur ce modèle de gestion du secteur privé, comme si l'hôpital était une entreprise, c'est-à-dire dont la principale contrainte et le principal but était de faire du profit, ou en tout cas de viser la performance. Et ça va passer par plusieurs grandes idées. La première, je vais en détailler deux. La première idée de base, c'est que eh bien, pour baisser les dépenses, il faut agir sur l'offre. En l'occurrence, il suffirait d'avoir moins de médecins et d'avoir moins de lits à l'hôpital. Ça, c'est véritablement la politique qui va se développer dans les années 80-90. Donc, agir sur l'offre pour agir sur la demande. Et donc, vont se mettre en place plusieurs instruments, plusieurs outils pour contraindre ces dépenses, notamment ce qu'on appelle le dispositif d'une enveloppe. Donc, une enveloppe pour faire fonctionner les hôpitaux. Donc, ça passe par un nouveau mode de financement dans les années 80 qui s'appelle la dotation globale de financement. En gros, on donne à l'hôpital une enveloppe avec un certain montant à l'intérieur et charge aux hôpitaux de fonctionner avec. Au niveau plus général du système de santé, les dépenses de santé va être instauré dans les années 90, en 96, ce qu'on appelle l'ONDAM, l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui là aussi est une grosse enveloppe en fait. C'est un objectif, mais ça va se transformer petit à petit en une contrainte. En fait, c'est le montant des dépenses globales de santé auxquelles la nation consent. Donc, en gros, c'est un objectif de dépenses à ne pas dépasser pour une année. Cet ONDAM, il existe toujours. Pour mettre en place et pour s'assurer que ces dépenses vont bien être minimisées et que cette enveloppe va bien être respectée aussi bien par les hôpitaux que par le système de santé dans son ensemble, eh bien l'État va se doter d'acteurs qui sont une sorte de policiers budgétaires, notamment les agences régionales d'hospitalisation qui sont créées aussi en 96 et qui vont ensuite être intégrées dans les agences régionales de santé à partir de 2010. Ces agences, elles vont entériner, toujours dans cette logique de réduction de l'offre, elles vont entériner entre 90 et 2017, pour les chiffres que j'ai pu consulter, la suppression d'environ 160 000 lits d'hospitalisation à temps complet, ce qui représente à peu près un tiers de ce qu'on appelle le parc hospitalier en France. J'ai dit 2017, mais ces suppressions de lits, elles continuent encore. En 2018-2019, c'est encore 7 600 lits qui sont fermés. En 2020, encore 5 700. Alors qu'entre les deux, il y a eu le fameux Ségur de la santé qui a créé 4 000 lits à la demande, ou en tout cas qui a voté la création de 4 000 lits à la demande, dont on ne sait pas trop dans les hôpitaux comment est-ce qu'ils devaient se mettre en place et comment est-ce qu'on peut, dans la réalité, les créer, puisque de toute façon, les lits continuent d'être fermés faute de personnel. Donc, baisser les lits d'hospitalisation, fermer des hôpitaux, fermer des services, mais on agit aussi sur le nombre de professionnels de santé. En l'occurrence, on instaure en 71 pour les médecins le numerus clausus, et des quotas dans tout un tas d'écoles de formation du personnel paramédical, les kinés, les infirmières, etc., qui connaîtra son plus bas niveau dans les années 90. Et donc, on a là, dans les effets de cette politique de baisse de l'offre pour baisser la demande, on a là les prémices d'une crise, une crise de santé publique, qui va aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir l'incapacité de l'État à prendre en charge des pics épidémiques et des épidémies routinières. Et je ne pense pas simplement à l'épidémie d'aujourd'hui. À l'hiver 2019, donc avant le Covid, il y avait déjà eu en pédiatrie des transferts de nourrissons de la région parisienne en dehors de la région parisienne,
faute de lits en réanimation disponibles. Donc ça a des coûts, cette politique a évidemment des coûts très importants pour les usagers. Donc, ça rejoint une logique c'est une logique de privatisation aussi des coûts du système, des réformes hospitalières. Ça se reporte sur les individus, sur les usagers qui peuvent renoncer à se faire soigner ou qui connaissent ce qu'on appelle aujourd'hui des pertes de chance, puisqu'ils ne peuvent pas être pris en charge correctement ou à temps ou pas être prise en charge du tout. Donc voilà une dimension de santé publique là, de cette crise qui a des effets évidemment donc, sur les inégalités de santé, puisque c'est l'universalité de l'accès aux soins et de soins de qualité qui derrière est remis en cause. Donc on casse l'hôpital public, ça a des effets sur les usagers, et de l'autre côté, eh bien, la médecine de ville qui pourrait peut-être absorber ce que l'hôpital n'arrive plus à prendre en charge, eh bien, n'est pas en capacité de le faire. Et par ailleurs, c'est une médecine de ville qui est inaccessible à la fois financièrement et géographiquement pour toute une frange de la population. Pourquoi ? Parce que les médecins de ville sont saturés, parce que les délais pour prendre des rendez-vous dans certaines spécialités sont extrêmement longs, parce que les dépassements d'honoraires continuent d'augmenter, parce que la sécurité sociale s'est désengagée d'un certain nombre de soins, et notamment des soins courants, parce que les déserts médicaux qui ne datent pas de ces dernières années existent, etc., etc. Bon, voilà, ça c'est la première idée qui, on va dire, qui guide ces réformes de l'hôpital. La seconde idée que je voulais développer, c'est l'idée que l'hôpital coûte trop cher, c'est-à-dire qu'il coûte bien plus que ce qu'il devrait coûter. Et donc, pour remédier à ce qui est identifié comme un véritable problème, les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé vont se doter dans les années 70-80 de systèmes, de dispositifs qui visent à connaître les coûts des hôpitaux, c'est-à-dire combien coûte un hôpital et qu'est-ce que produit un hôpital. L'idée, c'est d'essayer de comprendre et d'identifier comment sont employés par les hôpitaux les moyens financiers que leur fournit l'État. Et donc, le but derrière, c'est évidemment d'identifier ce qu'aujourd'hui les gestionnaires appellent des gisements de performance et de mieux allouer l'argent en fonction de ces coûts. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais simplement mentionner un dispositif qui est pensé dans les années 80 au sein du ministère de la Santé, qui s'appelle le PMSI, le programme de médicalisation des systèmes d'information, qui en gros est une sorte de grand résumé, de grand tableau de l'activité que produit un hôpital, c'est-à-dire chaque type de prise en charge. Et en gros, on essaye de calculer pour chaque type de prise en charge, pour chaque groupe homogène de malades, eh bien, combien ça coûte en moyenne. Donc, on standardise on fait une sorte de cartographie standardisée de ce que produit l'hôpital. Et si je vous parle de ce PMSI, c'est que au début des années 2000, ça va donner lieu à un nouveau mode de financement que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle la T2A, la tarification à l'activité. En gros, à partir des coûts moyens qu'on a calculés pour les grands types de prise en charge hospitalière, eh bien, on va attribuer des tarifs. Donc, pour chaque type de prise en charge, l'hôpital va facturer à l'assurance maladie cette prise en charge et l'assurance maladie va lui rembourser cette prise en charge sur la base du tarif standard qui a été calculé. Le problème, c'est que ces tarifs ont été calculés sur un échantillon non représentatif de seulement 40 hôpitaux, etc. Et donc, ils ne correspondent pas toujours à la réalité de ce que coûte une prise en charge pour l'hôpital. Et il y a certains types de prises en charge qui vont s'avérer plutôt rentables parce que l'hôpital va récupérer plus que ce que ça lui coûte. Et il y a certains types de prises en charge qui vont s'avérer des fardeaux financiers pour les hôpitaux puisqu'ils coûtent aux hôpitaux plus que ce que l'assurance maladie leur reverse. Avec l'instauration de ce mode de financement à l'activité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parallèlement, de manière générale, les hôpitaux deviennent responsables de leurs finances, de leur situation économique. Et derrière l'hôpital, eh bien, c'est le directeur général qui lui, devient le responsable de son établissement. Donc, c'est lui qui, chaque année, doit fixer ses objectifs en termes d'activité, de recettes, de dépenses, dans un bilan qui doit présenter aux ARS et qui sont là pour surveiller et contrôler, voire sanctionner le respect de ces indicateurs.
Et, le directeur se transforme d'une certaine façon en chef d'entreprise qui donc doit s'assurer de la bonne santé financière de son établissement et rester à l'affût des opportunités économiques ou en tout cas des bonnes affaires. C'est comme ça que la dette des hôpitaux a progressivement explosé quand un certain nombre d'entre eux sont tournés vers des emprunts toxiques ou vers des partenariats publics-privés qui pouvaient leur sembler des bonnes opportunités. Et donc, les lits des hôpitaux ne sont plus seulement réfléchis en termes de santé publique et de pertinence du point de vue de la santé publique, mais aussi en termes d'opportunités financières et de logique de rentabilisation. L'autre problème que pose ce mode de financement à l'activité, c'est qu'on n'a pas rompu non plus avec le mécanisme dont je vous parlais tout à l'heure de l'enveloppe globale. C'est-à-dire que cet ONDAM, cet objectif national des dépenses d'assurance maladie, il existe toujours. Donc, ce qui se passe, c'est que les hôpitaux sont d'un côté poussés à produire de plus en plus, à produire à l'activité pour gagner plus, mais de l'autre, ils sont coincés par le volume général des dépenses qui est consacré à la santé, qui ne doivent pas dépasser. Donc, ils produisent plus sans être payés davantage. Bon, là, je vous ai parlé du mode de financement de l'hôpital qui donc commence à être réfléchi dans les années 80 pour essayer d'ouvrir la boîte noire de ce qui se passe à l'hôpital et essayer de rationaliser sa gestion. Mais ça concerne aussi ce mouvement, le personnel soignant et l'organisation du travail. Il y a d'autres outils qui sont réfléchis à partir des années 80 et qui continuent d'être utilisés aujourd'hui, ou en tout cas qui ont donné lieu à toute une manière de voir le travail soignant, qui sont des outils visant à rationaliser l'organisation du travail pour essayer de dépenser moins, de calculer au plus juste les ressources soignantes dont on a besoin pour faire les soins au cours de la journée. Donc, ça donne lieu à des dispositifs de calcul de ce qu'on appelle la charge en soins infirmiers, qui vise notamment à faire toute une liste des soins qui sont réalisés dans la journée, de calculer leur taux de lourdeur, enfin ça c'est moi qui invente un petit peu le terme parce que j'ai perdu l'autre, mais en tout cas la charge, c'est-à-dire combien de soignants sont nécessaires pour réaliser ces tâches-là, combien de temps est-ce que ces tâches vont prendre aux soignants pour in fine aboutir à un effectif calculé au plus juste, permettant d'établir des plannings. Tout ça, encore une fois, dans l'idée de faire des économies ou en tout cas de repérer ces gisements de performance pour dépenser moins. Donc la productivité reste encore une fois là centrale dans ces entreprises de rationalisation et ça se fait évidemment au prix du temps relationnel passé avec les patients, passé avec les collègues qui ne sont pas considérés comme des tâches essentielles à la réalisation du travail. C'est vraiment un travail très productif qui est visé derrière. Donc, ça se fait au détriment des patients, au détriment du collectif de travail, donc derrière au détriment du partage d'expérience, de savoir-faire. Et ça se fait aussi au détriment des temps de pause, des temps de repas, des temps de transmission entre les équipes. Et ça contribue derrière à une intensification du travail, à un dépassement quotidien permanent des horaires de travail et au maintien d'un régime historique de disponibilité permanente des soignantes vis-à-vis de l'hôpital. Derrière, la question qu'on se pose, c'est celle évidemment de l'application réelle, effective du droit du travail pour les travailleuses, je le dis volontairement au féminin puisque l'hôpital est massivement féminin dans sa population active. Donc, l'interrogation sur l'effectivité du droit du travail pour ces travailleuses de l'hôpital public qui sont certes des travailleuses du care, mais aussi des travailleuses tout court, et on oublie, et c'est quelque chose que les pouvoirs publics et les politiques oublient souvent de dire. On parle beaucoup de dévouement, d'héroïsation, etc., mais on oublie que ce sont aussi des travailleuses. Voilà, je vais pas plus loin sur toutes ces questions. Ça se couple aussi évidemment d'une flexibilisation de la main-d'œuvre qui n'est pas propre à l'hôpital, mais qui rejoint aussi des mouvements plus généraux dans la société. Et donc qui alimente une crise encore une fois entre guillemets, qui a de multiples facettes. Je vous disais tout à l'heure une crise éthique, puisque les soignants sont de plus en plus confrontés à des conflits éthiques, à ne pas savoir quel choix faire, à une sensation, à un sentiment permanent de mal faire son travail, de devoir courir après le temps, de ne plus avoir le temps avec les patients, de rentrer chez soi
la boule au ventre sans être sûr qu'on a fait correctement son travail. Donc les organisations de travail qui marchaient bien cessent progressivement de l'être et le sentiment du travail bâclé et d'une prise en charge de mauvaise qualité prend le pas sur la fierté du travail et explique notamment cette fuite de l'hôpital public de la part des soignants. Peut-être un mot de conclusion en 30 secondes. Simplement, vous avez fait allusion tout à l'heure à l'usage du 49.3 qui a été massif ces dernières semaines. Il me semble que c'est un révélateur à la fois de l'État démocratique et de la façon dont aujourd'hui on débat des missions de l'État et plus particulièrement de l'État social, de son périmètre d'intervention, des moyens qui y sont consacrés. Mais je pense plus largement que c'est un révélateur d'un mode de gouvernement néolibéral autoritaire qui réduit la vie démocratique au profit des intérêts du marché. Alors évidemment, si l'hôpital ne peut pas tout soigner, et peut-être qu'il faut engager une réflexion sur le périmètre et les missions de l'hôpital public, étant entendu que l'hôpital ne peut pas soigner les maux du capitalisme, il ne peut pas soigner les effets des politiques ou des manquements des politiques industrielles, des politiques de logement, des politiques d'alimentation, des politiques économiques, etc., qu'il faut repenser la place de l'hôpital dans le système de santé. Ça n'empêche qu'il faut derrière refinancer l'hôpital ou réorienter l'argent, repenser à l'allocation du capital pour le rediriger vers les services publics. Voilà, je m'arrête ici. Les autres questions pourront être abordées dans la discussion. Merci beaucoup Fanny. Alors simplement, on nous redemandait le titre de votre livre, donc je le présente ici, c'est La casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public. Voilà, au prix de 9 €, ce qui le rend tout à fait abordable et vraiment très intéressant, très efficace dans l'argumentation. Et enfin, vous revenez aussi sur l'étouffement financier des hôpitaux, le fait que les directeurs d'hôpitaux, en plus d'être soignants, ont dû devenir des directeurs financiers, donc rechercher des financements non plus publics, mais sur les marchés financiers, en contractant notamment des emprunts toxiques. Et là, c'est assez vertigineux parce que du coup, les hôpitaux rentrent dans une spirale infernale d'endettement, un endettement qui est aujourd'hui colossal, qui provoque la faillite des hôpitaux et aussi qui contribue à la financiarisation, au développement des produits financiers toxiques, avec des directeurs d'hôpitaux qui sont aussi complètement isolés dans cette tâche nouvelle qui est exigée d'eux par les institutions gestionnaires. Et même maintenant, en fait, les directeurs d'hôpitaux, on ne demande plus vraiment à ce que ce soit des personnels issus du milieu médical. En fait, les cursus de formation sont effectivement des cursus de formation aux pratiques managériales, financières. Donc voilà, à retrouver dans ce livre. C'est très bien expliqué. Donc la parole est à vous, Loïc Penn, pour nous édifier un petit peu, notamment sur les mobilisations, sur aussi peut-être les besoins en termes de formation et de recrutement massif dans l'hôpital de personnel pour faire face à la situation. Et puis aussi pour nous parler peut-être de la question démocratique, comment reconstruire la démocratie dans la santé et dans cette gestion de l'hôpital, parce que voilà, les soignants et les usagers ont leur mot à dire et doivent pleinement intervenir dans les décisions qui les concernent d'abord. Donc voilà, la parole est à vous pour 20 minutes. Bon, je vais repartir de ce que disait Fanny Vincent, donc je partage le résumé de façon intégrale, hein, vraiment sur les causes et les choix qui ont été faits, c'est tout à fait ça. Après, je repartirais de la difficulté que les soignants ont aujourd'hui à considérer leur travail comme une fierté et le vivre plutôt aujourd'hui finalement comme j'ai mal fait mon travail, je suis maltraitant. On a même évoqué l'idée de dire je pars de l'hôpital parce que je ne veux pas devenir un monstre. Je ne sais plus quel article sortait ce titre-là, mais j'avais trouvé que c'était assez évocateur.
En fait, juste avant le Covid, l'hôpital était en mouvement. D'abord les urgences, avec un grand mouvement qui a commencé dans les urgences de France. Hein, c'était le collectif Interurgence, c'était les syndicats, la CGT Sud. On a oublié, c'était juste avant le Covid. Un grand mouvement qui est parti janvier 2019, qui est monté en puissance. 2018, pardon, j'ai des bêtises, qui est monté en puissance, qui a ensuite été rejoint par l'ensemble des hôpitaux. Et la première revendication, ça n'était pas salarial en fait. Sur ce mouvement, c'est une revendication sur les conditions de travail et les conditions d'accueil des patients. Faut se rappeler de ce moment. Alors, évidemment, la question salariale est venue ensuite parce que là aussi, il y a de vrais problèmes. Mais la première revendication des soignants des urgences et ensuite de l'hôpital, c'était pouvoir redonner du sens au travail, accueillir dans des conditions normales les patients. Et aujourd'hui, les démissions qu'on voit se font plus sur des conditions d'exercice du métier que sur la question salariale, puisque pour beaucoup d'infirmières qui quittent aujourd'hui l'hôpital public, elles retrouvent des conditions salariales sensiblement identiques. Par contre, des conditions d'exercice totalement différentes. Certaines abandonnent complètement d'ailleurs la profession. Donc, on avait ce mouvement en cours qui a été stoppé par le Covid. Ce mouvement social qui disait attention, l'hôpital va mal, attention, l'hôpital s'effondre, attention, c'est pas une petite crise, c'est un système complet qui est en train de disparaître, c'est une démolition. Tout ce mouvement s'est plus ou moins arrêté avec le Covid parce que là, la profession a repris le dessus en disant on se mobilise parce que là on a un vrai problème, on peut pas tergiverser, tout le monde au boulot. Et donc mon hôpital, les urgences sont restées en grève pendant le Covid. Enfin voilà, il y avait les banderoles quoi. Après, tout le monde était au travail et ne parlait plus des problématiques de l'hôpital. On parlait d'autant moins que durant le Covid, du sens a été retrouvé. Hein. On nous a reconfié pour bonne partie la gestion de nos services, l'organisation des soins, parce que nos administrations se sont retrouvées aussi très débordées par la situation qu'on vivait et donc se sont rabattues sur les professionnels de santé pour organiser finalement ce qui est leur métier, la prise en charge des problèmes de santé. Donc on a eu aussi un espoir pendant cette période parce que faut se rappeler aussi ce qu'on nous a dit. Hein, le monde d'après, ce sera plus jamais pareil. Vous allez voir, on va tout transformer. Vous inquiétez pas, c'est fini. On a bien compris. Quoi qu'il en coûte, on va changer l'hôpital. Quoi qu'il en coûte, on n'a rien changé du tout. On est revenu exactement même logique. Le Ségur a amélioré la condition salariale d'une partie des soignants et personne n'a craché dessus. Hein. Il y avait des besoins. Hein. Le point d'indice de la fonction publique a été gelé pendant des années et la baisse de pouvoir d'achat des personnels était extrêmement sensible. Donc ça a fait du bien. Mais elle n'a pas modifié les organisations de l'hôpital. Et donc, Fanny, Vincent l'évoquait, mais les systèmes managériaux qui ont été mis en place, en effet, ont complètement modifié l'organisation de l'hôpital. On avait avant des services qui sont finalement aujourd'hui très peu autonomes, qui sont noyés dans des pôles très technocratiques, avec une gestion depuis l'administration finalement, plus depuis les soignants. On avait même un conseil d'administration où il y avait des représentants des soignants, des élus locaux, et ce conseil d'administration avait un pouvoir de blocage. Il pouvait dire non à un budget. Aujourd'hui, on a un conseil de surveillance où, hormis les représentants de l'administration et donc du directeur, qui aujourd'hui est tout puissant à l'hôpital, les autres font reine d'Angleterre, c'est-à-dire que ils inaugurent les chrysanthèmes, ils peuvent saluer le passage des budgets, mais finalement, ils ne les arrêtent jamais. Et donc, on n'a plus du tout de pouvoir d'intervention réel, ni des personnels, ni des élus locaux, et pas plus des usagers qui sont représentés par des associations, mais là aussi, sans aucun pouvoir de décision. Donc, on a toute cette situation qui continue, en fait, qui n'a pas été modifiée après le Ségur, qui pourtant nous a donné la situation terrible dans laquelle on est, ce mode de gestion. Il est maintenu, et donc les mêmes logiques sont maintenues. Le résultat, c'est que, alors, il y a un truc qui est assez affreux, c'est qu'on avait commencé par un grand mouvement avant le Covid, qui s'est arrêté pendant le Covid, qui n'a pas vraiment repris. Les tribunes, oui, j'ai lu celle de la pédiatrie, elle est tout à fait éloquente sur la catastrophe annoncée. On a eu des tribunes, des alertes qui sont venues de partout, mais on n'a pas retrouvé ce grand mouvement dont on aurait besoin. Il y a bien eu une ébauche juste avant le Ségur, mais après, là, on n'a pas la même ampleur de mobilisation. Et beaucoup de soignants, en fait, qui ne se mobilisent pas, ont perdu, avec ce qui nous a été véhiculé pendant la crise Covid, ont perdu l'espoir d'une solution collective, finalement.
et donc ont des solutions individuelles, la fuite. C'est-à-dire qu'au lieu de dire bah, on va se battre et on va changer, bah, je démissionne et je vais sauver ma peau. Et on est dans cette situation et ce moment extrêmement inquiétant parce que ils ont cassé l'hôpital par des choix politiques néolibéraux extrêmement clairs. Et à chaque fois qu'ils réduisent la capacité de l'hôpital à répondre aux soins, ils ouvrent aussi un marché pour la santé commerciale, finalement, des groupes privés qui finalement s'installent et viennent prendre les parts de marché, je parle volontairement comme eux, que l'hôpital public a laissé ouverte. Mais on est en plus, comme là, la situation est invivable pour les soignants, dans une fuite en avant où les soignants eux-mêmes, en partant, justifient, enfin, légitiment la fermeture de service, puisque bah, là, on nous répond, on ne peut plus le garder ouvert, votre service, vous voyez bien qu'il n'y a plus personne. Donc, on est vraiment dans un moment où il faut un sursaut, parce qu'on peut sauver l'hôpital, on peut utiliser cet outil, enfin redévelopper cet outil qui est essentiel au maillage territorial, à la prise en charge des soins en France, mais il faut le faire maintenant parce que, en effet, si on laisse les choses encore avancer, pris entre d'un côté les ressources humaines très difficiles, puisque voilà, l'union exclusive, j'y reviendrai après, mais tout le personnel soignant qui n'est plus suffisant à l'hôpital, et de l'autre côté la contrainte financière, on est sur un espèce d'étau qui continue finalement à aggraver la situation, et elle s'aggrave de jour en jour. Hein. Moi, je vis dans un service hospitalier où on avait 2 sites, il y en a un qui a fermé faute de combattants, on avait 2 équipes de secours sur le territoire, mais on n'a plus qu'une. Quand je suis arrivé dans cet hôpital, il y avait 400 lits, il en reste 200. Voilà, on est dans l'incapacité à prendre en charge, à remplir nos missions, alors que la démographie de notre territoire a largement évolué. Donc, des questions démocratiques, de prise en charge, de décision par les soignants, les usagers, les élus, de ce qu'on va faire à l'hôpital, de comment on va le construire, de quels moyens on va lui donner. Pour l'instant, on n'y est plus, et il y a des moyens d'y revenir. Alors, pas tel que c'était, hein. Là, j'aurais pas le temps de développer, mais on a des territoires qui sont aujourd'hui pertinents pour avoir des conseils de territoire, conseils de santé territoriaux qui permettraient d'évaluer les besoins et puis de voir comment on y répond, et avec la participation de tous les acteurs. Et puis, on a la réorganisation de l'hôpital avec le retour de ces collectifs de travail que sont les services qui ont été largement détruits et qui n'aident pas, quoi. Et puis, c'était le patron à l'hôpital, c'était à l'époque, c'était Sarkozy hein, qui avait instauré ça dans son discours à Strasbourg, donc c'était dans le cadre de la loi Bachelot. Il faut un patron à l'hôpital, on le vit aujourd'hui avec ce que font les directeurs, il faut revenir là-dessus et redonner finalement en mieux ce qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire un débat entre les soignants et l'administration et le territoire pour savoir comment on gère et comment on construit l'hôpital. Donc après, oui, sur ce qu'on vit dans les services, je vais pas détailler. Tout le monde sait finalement que on attend dans les urgences de façon déraisonnable, hein, jusqu'à des 12 heures d'attente sans problème aucun, qu'on a des patients hospitalisés dans le couloir, qu'on a parfois des patients attendant une place de réa dans une salle de déchocage pendant c'est allé jusqu'à 72 heures dans mon hôpital. Mais finalement, ce qui est scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Et on est, alors c'est pas de moi, c'est Simone de Beauvoir la phrase quand même, mais je l'utilise souvent parce que je trouve qu'elle est l'exact reflet de ce qui est en train de se passer. On s'habitue finalement à cette situation. Quand on prend un peu de recul, moi je suis arrivé à l'hôpital, j'ai commencé à y travailler à Creil en 97, la dégradation elle est stupéfiante, vraiment stupéfiante. D'une prise en charge où finalement un patient arrive en urgence, était traité dans l'urgence, mais on avait nos correspondants, on savait où il allait ensuite. Maintenant, c'est on le sort le plus vite possible. Et on est arrivé à une situation où on se pose plus la question de comment on soigne le patient, mais qu'est-ce qu'on fait de lui. Voilà, c'est arrivé à ça finalement le résultat. Donc il y a des mobilisations à remettre en place. Pour l'instant, je vous dis que c'est pas facile parce que la perte de sang c'est importante pour les soignants et la solution collective n'apparaît pas. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, enfin ce qu'on fait ce soir, finalement participe complètement à cette bataille. Nous, on a une là qui est en cours, c'est la maternité de Creil, vous m'avez demandé de l'évoquer. La maternité de Creil, c'est un exemple national parce que c'est la seule maternité de niveau 3 qui a été fermée. Et ce n'était pas une maternité à 300 accouchements, hein, c'était une maternité à 1600 accouchements. Donc on a pris une décision là qui était tout à fait inhabituelle. Je dois être presque à 20 minutes là, non? Encore un petit peu de temps. Donc pour la maternité, on a pris cette décision de la fermer, qui était une logique totalement financière. Elle fonctionnait, il y avait les équipes. On a décidé, il y avait une volonté de fermer des maternités. On a fermé aussi celle de Clermont, qui était à quelques kilomètres de Creil. On se retrouve avec une zone
sans maternité qui est énorme, entre Senlis et Beauvais. Quand on accouche au milieu, mieux vaut avoir prévu son coup, hein, parce que c'est pas hyper simple. On se bat aujourd'hui avec des arguments extrêmement forts de santé publique pour la réouverture de cette maternité. L'ARS a été déboutée au tribunal administratif sur son arrêté de fusion, puisqu'ils ont perdu, l'arrêté est annulé, donc la maternité ne doit plus fermer. Mais le tribunal administratif a finalement jugé sur la forme. Ils ont fermé alors que dans le schéma régional de santé, il était inscrit qu'il y avait 2 sites de maternité. Donc ils demandent de se mettre en conformité, donc soit ils rouvrent, ça c'est ce qu'on veut, soit ils changent le schéma régional de santé, il est réécrit en 2023, et ils écrivent qu'il n'y a plus qu'un site. Donc la bataille est complètement d'actualité, il y a eu plusieurs rassemblements avec des centaines de personnes qui ont participé. On attend une plus grande mobilisation, mais là encore, la question elle est d'aller voir les gens, pas parce qu'ils sont contre la réouverture de la maternité. On a fait une votation citoyenne sur le territoire qui a rassemblé 99% des voix pour des milliers de personnes qui ont voté pour la réouverture. La question, c'est est-ce que c'est crédible et est-ce que, en se mobilisant, ils peuvent la faire réouvrir? Et c'est cette crédibilité, en fait, aujourd'hui qui est posée parce que beaucoup ont l'impression que quoi qu'on fasse, il passe et que se mobiliser ne sert à rien. Et c'est la logique aujourd'hui qu'on essaye de changer, finalement de réinformer, d'expliquer. Le fait qu'on ait gagné au tribunal a donné quand même un vrai souffle à cette mobilisation. Mais pour nous, c'est un point d'entrée parce que au-delà de la maternité qu'on veut absolument regagner, on veut rediscuter de tout ce qui se passe sur la santé sur notre territoire. Donc voilà, j'essaye de donner un peu les éléments plus concrets de tout ce que Fanny Vincent a pu dire, parce que après ça fait des situations terribles dans les hôpitaux et sur les territoires. Voilà, je m'arrêterai là, on va laisser le débat poursuivre. Ok, merci. Vous aviez encore du temps, hein? Ah oui, je me rendais pas compte, j'avais pas vu le temps en fait. Encore 5 minutes, hein, si vous voulez développer des points, profitez-en. Après, on prendra les questions, il y en a d'ores et déjà. Non, mais on va laisser le débat et je vais faire avec les questions, c'est pas un souci. Ok, ok. Donc, bah voilà, on a déjà plusieurs questions de nos participants. On a notamment sur l'aspect propositionnel la question de Dominique Matin-Antica qui nous demande est-ce que ces propositions, ces mesures ont été présentées à l'Assemblée nationale ou au Sénat? Et donc oui, l'hôpital a besoin de moyens. Est-ce que vous avez vu le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2023? Donc, je pense que là, vous pourriez apporter quelques éléments pour nous édifier sur à quel point il est bien en deçà de ce qui est attendu. Ensuite, il y avait une remarque sur les emprunts toxiques et les partenariats publics-privés pour dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'une initiative des directeurs d'hôpitaux, mais une injonction ministérielle. Donc, c'est bien une politique d'État et non une incompétence des gestionnaires. Peut-être, Fanny, vous pourrez revenir un petit peu sur ces deux aspects, à la fois les emprunts et les partenariats publics-privés, qui sont en fait des gouffres financiers pour les finances publiques. Et qui participent de l'étouffement de l'hôpital. On a également une question sur les outils qui permettent à l'hôpital privé de se développer. Quels sont ces outils? Comment l'hôpital privé peut, lui, être rentable? Alors, je crois que là, c'est l'occasion de revenir sur la T2A, qui permet effectivement d'identifier les soins rentables qui peuvent effectivement créer un marché et une profitabilité pour les acteurs privés. Et justement, dans le prolongement, qu'en est-il de la T2A? Puisqu'on nous a dit, Agnès Buzyn avait identifié que ça constituait un problème. Elle avait même affirmé qu'il fallait en sortir. Voilà, est-ce qu'elle est encore en vigueur dans l'hôpital? Ensuite, on a aussi une question de Jean-Claude Chaillet. Faut-il ou non sortir la santé du privé lucratif? Effectivement, c'est peut-être l'occasion de nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est dans les développements des logiques marchandes et de la privatisation, sachant que on voit des groupes privés qui rachètent des établissements, qui voilà, étendent leurs activités sur le territoire, notamment dans les déserts médicaux. On a un dossier du magazine Politis qui a fait état notamment du développement du groupe Ramsay, qui est à l'origine un groupe australien qui fait énormément de profits en rachetant des structures de santé en France dans les déserts médicaux. Donc peut-être sur ces différents points, Fanny et puis ensuite Loïc, vous pouvez apporter des éclaircissements.
Oui, merci. Alors, en effet, je rebondis sur le commentaire de Jean-Luc Landas sur les emprunts toxiques et les partenariats publics-privés. Je partage en effet le, le constat que c'est une politique qui est encouragée par l'État, mais c'est aussi quelque chose qui a été mis en œuvre par les gestionnaires, en l'occurrence les directeurs d'hôpitaux, comme vous le disiez tout à l'heure, isolés face à cette injonction à trouver des moyens de s'autofinancer et qui ont conduit ces directeurs un peu seuls à se tourner vers des emprunts toxiques. Donc il y a à la fois une politique d'État et en même temps des choix qui ont été faits par les directeurs euh, de se tourner vers certains types de financement pour les hôpitaux. Et loin de moi l'idée de dire que c'est une incompétence de leur part. L'idée là est plutôt de pointer en fait la responsabilité de l'État dans la situation des hôpitaux et dans les choix qui ont pu être faits par les directeurs derrière, puisqu'il y a eu un transfert de responsabilité de l'État vers les hôpitaux qui se sont débrouillés un petit peu comme ils pouvaient. Sur la question de l'hospitalisation privée, eh bien, la T2A qui s'applique à l'hôpital, enfin dans les cliniques privées, permet en fait aux hôpitaux aux hôpitaux privés, aux cliniques de se financer de la même façon que les hôpitaux publics, mais de choisir en fait les soins qui sont rentables pour eux. Ils se développent en ciblant les prises en charge qui s'avèrent les plus rentables, qui sont les prises en charge avec ce qu'on appelle plutôt un petit risque, le gros risque étant laissé à l'hôpital public. C'est pour ça qu'il y a très peu de réanimation, par exemple, dans les cliniques privées. À la fois parce que c'est pas rentable et puis parce que c'est quelque chose de plus incertain et plus risqué. Et souvent, quand des prises en charge tournent mal dans le privé, on reporte les patients vers l'hôpital public, et les patients les plus lourds et les plus complexes eh bien, sont traités à l'hôpital public et pas dans le privé, puisque là, encore une fois, ce ne sont pas les prises en charge les plus rentables. Ce qui est rentable, c'est les soins qui sont très standardisés, qui vont vite, voilà, où encore une fois, il y a peu de risques. Donc, tout un pan de la chirurgie, les dents de sagesse, des opérations plus bénignes, la cataracte, le canal carpien, enfin voilà, tout ce genre de choses, notamment donc grâce à la T2A, on utilise ces prises en charge, voilà, on se finance avec la T2A sur des prises en charge qui sont rentables, notamment aussi parce qu'elles s'effectuent en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient rentre le matin et sort le soir, et donc il n'y a pas de nuit d'hospitalisation à payer. Et c'est aussi rentable parce que, je ne sais plus exactement à quelle période, mais en tout cas, le ministère de la Santé a décidé d'aligner les tarifs des prises en charge ambulatoires avec les prises en charge en hospitalisation complète pour inciter les hôpitaux à développer l'ambulatoire. Donc, automatiquement, les prises en charge avec des nuits d'hospitalisation, enfin des hospitalisations complètes, à temps complet, se sont avérées beaucoup trop coûteuses pour les hôpitaux face à ce qu'ils récupéraient en termes de tarifs derrière. Donc, les cliniques privées qui sont sur ces petits risques peuvent développer des opérations, des prises en charge ambulatoires. Excusez-moi. Ensuite, faut-il ou non sortir de la santé, sortir ou non la santé du privé lucratif? C'est une vaste question qui peut être aussi une question philosophique. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faudrait y répondre. En tout cas, peut-être simplement dire que la santé, c'est aussi une question d'intérêt général, et qu'il me semble que quand on parle d'intérêt général, on a du mal à opposer en face des logiques privées lucratives. J'ai rien contre les acteurs à but lucratif, simplement ils ont leurs propres contraintes. Ils sont probablement parfois très bien intentionnés, mais ils ont leurs propres contraintes, à savoir celle de la rentabilité. Et il me semble que là, c'est contradictoire avec la logique de l'intérêt général et de la santé pour tous. Donc, de fait, ça crée des inégalités, ça les renforce. Et de ce point de vue-là, il me semble assez délétère de maintenir un système de santé en partie tenu par le secteur privé lucratif.
Après, quand on parle de privé lucratif, on parle certes des cliniques privées, mais on parle aussi, comme vous le disiez, de tout un tas d'acteurs marchands qui investissent l'hôpital. Je pense par exemple à Apital, qui est une start-up, une boîte privée qui apporte le confort à l'hôpital. Donc, on voit là que la mission d'accueil, même si historiquement, ça n'a pas toujours été une mission particulièrement bien remplie ou un accueil particulièrement chaleureux de l'hôpital vis-à-vis des personnes qu'elle accueillait, mais en tout cas, la mission d'accueil de l'hôpital public est de moins en moins remplie, ou en tout cas, elle est déléguée à des acteurs privés auprès de qui on achète la télévision dans la chambre si on a envie de regarder la télévision, ou on peut on peut payer les chambres individuelles, enfin tout ce qu'il y a autour du confort hospitalier, eh bien ça, c'est des acteurs privés qui s'en occupent. Mais il y a aussi des acteurs privés qui investissent les salles d'attente des consultations, par exemple, en mettant en place des tablettes numériques pour former les patients sur leur maladie, dans le but derrière qu'ils consultent moins les médecins. Donc, bref, il y a tout un tas d'acteurs qui arrivent à différents niveaux dans les hôpitaux, mais toujours avec un même discours, à savoir on va sauver l'hôpital public, on va permettre de faire des économies. Et c'est nous qui allons, par nos applications, par nos dispositifs, permettre aux hôpitaux d'être sauvés. Ça, c'est un discours qu'on retrouve beaucoup dans les discours publics, à savoir voilà, le sauvetage de l'hôpital grâce à la technophilie, à tous ces dispositifs techniques et grâce, du coup, aux acteurs privés. Voilà, peut-être que je vais m'arrêter là. Peut-être laisser la parole à Loïc aussi, il a peut-être d'autres choses à apporter sur ces questions-là. Oui, il y a aussi la question sur comment les élus se saisissent un petit peu des propositions, ou est-ce que les propositions des chercheurs ou des personnels de terrain sont transmises aux élus de la représentation démocratique. On sait qu'il y a eu un rapport important réalisé par le Sénat qui était transpartisan, qui a fait quand même un état des lieux poussé de la situation et qui a mis aussi en avant une série de recommandations pertinentes. Donc peut-être aussi on pourra revenir là-dessus, mais Loïc, la parole est à vous. Oui, d'abord sur la santé, enfin, sur le privé lucratif dans la santé. Moi, ma position est très claire, hein, c'est éthiquement inadmissible. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas compatible en fait avec la logique de l'intérêt général porté par le thème de la santé. Et en France, on autorise des actionnaires finalement à dicter des choix de santé. C'est interdit dans beaucoup de pays, hein, c'est interdit aux États-Unis. Quand même, c'est pas un grand pays bolchevique. Ce sont des fondations. Alors après, il y a d'autres moyens de récupérer l'argent, hein, par le biais des assurances. Enfin, il y a plein d'autres systèmes aux États-Unis, mais on a posé le problème éthique de l'actionnariat sur la santé. Et donc, ce sont des systèmes de fondation et des conseils d'administration. Voilà, vous pouvez regarder toutes les séries américaines, vous ne verrez pas les actionnaires, vous verrez bien des fondations et des donateurs. C'est une autre conception. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a la place en France pour un système public fort et un système privé à but non lucratif qui permet, aux gens qui ont le choix, enfin qui veulent un choix d'aller dans le privé. Mais dire que derrière il y a des actionnaires qui finalement vont faire des choix de santé en fonction de rentabilité, là, ça me pose un véritable problème. Et je pense qu'en effet, il faut faire sortir le privé lucratif de la santé, reprendre ces structures, soit à titre public, soit à titre du privé à but non lucratif. Ensuite, il y avait une question sur l'Ondam, ce qui a été voté, la loi sur la sécurité sociale, qui est passée en 49.3, 600 milliards de budget discuté une demi-journée, même pas, enfin voilà, c'est quelques heures. On n'a pas l'augmentation attendue. Si on avait juste voulu maintenir l'existant pour l'hôpital public, l'hôpital à la louche, c'est 100 milliards hein, de budget, on a une inflation à 5,5, on a une croissance de nos dépenses entre 2,5 et 3,5 par an, les coûts de production, on va dire, notre chauffage, notre électricité, l'augmentation des salaires, de la technicité, etc. Il nous fallait au moins 8%, c'est-à-dire au moins 8 milliards d'augmentation, là où on nous accorde 3,5, c'est-à-dire en dessous de l'inflation. Donc on sait déjà qu'on va se retrouver dans une situation financière de nouveau extrêmement tendue, alors qu'on l'est déjà.
Et je reviens pas sur tout ce qu'a dit Fanny sur les emprunts toxiques qu'on paye encore, hein. On est toujours avec des frais financiers pesant sur les budgets hospitaliers tout à fait conséquents, quoi. Et puis après, ben, on ne pourra pas tout évoquer ce soir, évidemment, mais sur le rôle des élus. Alors évidemment, il y a un rôle d'information et de formation de chaque élu qui est pas facile parce qu'il y a tant de sujets quand on est élu local, je le suis, hein. Moi, sur la santé, ça va à peu près finalement. Sur mon mandat d'élu local, je m'informe pas mal, mais c'est mon métier. En même temps, voilà, ça veut dire aussi que on a un rôle particulier quand on est élu professionnel de santé. Nous, on crée là un groupe de travail sur la santé au niveau de notre agglomération pour justement que les élus se saisissent de ces problématiques parce que ils les ont bien en tête, hein. Leurs administrés ne trouvent plus de médecins traitants, patients des heures aux urgences, enfin voilà, ça leur revient. Après, comment est-ce qu'on construit autre chose et quel rapport de force on met en place? Parce que en face de nous, on a une administration finalement aujourd'hui totalement indépendante des élus. Donc, il faut qu'on soit capable, même si on a juste un président et un conseil de surveillance, aujourd'hui, il n'a pas de possibilité de bloquer, pas de rôle démocratique réel. Donc, on a un rapport de force à mettre en place. Ce groupe de travail va y contribuer. Nos manifestations y contribuent. Et puis, ben, on essaye de tous se former, y compris, là, l'idée qu'on porte, c'est aussi sur les différentes structures de santé de nos villes, que ce soit des centres municipaux de santé ou des maisons de santé. C'est pas la même chose. D'un côté, c'est salarié à tiers payant. De l'autre côté, c'est juste un regroupement de libéraux. On essaye de voir comment est-ce qu'on peut mutualiser des choses pour que notre agglomération, finalement, aide au développement de ces centres de santé, se battent avec l'ARS pour qu'on soit autant subventionné quand on monte un centre de santé qu'une maison, et puis comment on développe finalement un réseau de professionnels, parce qu'il y a une forte demande aussi aujourd'hui de professionnels de santé qui s'installent, justement de ne pas s'installer en libéral, mais de salariat, de temps pour vivre, de travail en réseau, de lien avec l'hôpital pour pas se retrouver isolé dans son cabinet, parce que le médecin libéral tout seul dans son cabinet, ça a un peu vécu finalement. La médecine s'est complexifiée, on ne sait plus toute la médecine quand on est tout seul, on a besoin de correspondants et les centres de santé qu'on veut développer correspondent aussi à cette aspiration nouvelle des professionnels et des patients. Puisqu'on peut avoir des intervenants, par exemple hospitaliers sur une convention, qui viennent une fois de temps en temps dans le centre de santé pour donner un avis spécialisé. Enfin voilà, on a plein de choses à mettre en place. On ne pourra pas en faire le tour tout de suite, là, parce que on a finalement qu'une heure, mais ce sont des sujets où les propositions auraient tendance à foisonner. C'est pas la question aujourd'hui, c'est pas comment est-ce qu'on imagine autre chose. Je pense que ce soit à l'hôpital sur son mode de gestion et son mode d'organisation ou sur le territoire, sur les soins de proximité, il y a plein d'idées qui sont là. Là, notre problème, c'est qu'on est confronté à un rapport de force extrêmement défavorable et que pour l'instant, même si tout le monde constate la difficulté, on n'arrive pas à mobiliser suffisamment de gens pour finalement que le débat, celui qu'on veut porter, prenne le dessus dans le débat public. Donc c'est un peu ça maintenant le boulot. Nous, on s'y emploie par le biais de notre maternité ici. Il y a plein de luttes qui se développent autour des hôpitaux. Moi, j'avais accueilli plusieurs députés communistes qui étaient venus lors du Tour de France des hôpitaux, donc Alain Brunel et puis Fabien Roussel, chercher le nom quand même, c'est fort, qui était venu à Creil, mais c'était déjà ce travail qu'on commençait. Je pense que c'est un travail à complètement continuer, non seulement avec la représentation nationale, mais avec les élus territoriaux. Merci Loïc. On a du coup deux nouvelles questions qui sont venues. Celle de José Navarro. Je caricature volontairement, on ne va pas reprocher aux gestionnaires de vouloir économiser, de moins dépenser, mais la question est pourquoi l'objectif d'économie qui conduit au démantèlement de l'hôpital et de la santé et à la souffrance des soignants et des patients est-il maintenu? Deuxième question, que fait l'État des économies réalisées? Et puis, il ne faut pas avoir une vision naïve de l'État comme devant sauver l'hôpital alors qu'il organise cette mutation néolibérale en France et dans l'UE. C'est de la part d'Aline Bérardi de la commune hospitalière de l'Hôtel-Dieu Paris. Après, je reviens peut-être sur les expériences innovantes au niveau des territoires, de mise en place concrète de structures de soins qui répondent un petit peu à la crise. On peut peut-être mettre au titre des expériences positives ce qui est monté à Montreuil, par exemple, avec un centre de santé qui permet un désengorgement des services d'urgence et aussi de pallier au manque de médecins de ville. Et puis, des expériences qui sont menées aussi et qu'on peut voir aujourd'hui dans les pages de l'UMA à Gex, par exemple, avec un centre de soins immédiats
qui permet aussi de voilà, traiter un tas de pathologies pour désengorger l'hôpital. On voit qu'effectivement, il y a une dynamique sur les territoires où les acteurs voilà, innovent et savent effectivement mettre en place des dispositifs qui sont des réponses à la crise qu'on vit actuellement. Donc peut-être pour apporter des compléments sur les deux remarques, Fanny. Oui, alors pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que malgré la souffrance des soignants, malgré le démantèlement de l'hôpital public, malgré les prises en charge dégradées, est-ce qu'on maintient ces objectifs d'économie sur l'hôpital? Je pense qu'en fait, on se situe dans un État, une politique, et des politiques néolibérales aujourd'hui où l'État n'est pas nécessairement celui qu'on imagine qu'il peut être, en tout cas l'État au sens de l'État-providence, au service de l'intérêt général. Il me semble qu'il faut changer de définition et qu'on est aujourd'hui dans un État qui est au service du marché, des intérêts marchands, notamment par le biais de la dette qui corsette l'État, qui subordonne l'État aux intérêts de la finance, aux intérêts des marchés, et qui corsette notamment l'État social. Donc, c'est d'une certaine façon un peu inévitable et logique que soient maintenus ces objectifs-là, à savoir de baisser les dépenses publiques, de montrer que pour que l'État continue d'avoir de la valeur, montrer qu'il est capable de dépenser moins et de baisser ses dépenses dans les secteurs de la santé, par exemple, de l'hôpital, etc. Je vous renvoie d'ailleurs à cette occasion à l'ouvrage de Benjamin Lemoine, La démocratie disciplinée par la dette, où il montre bien justement la façon dont l'État est coincé d'une certaine façon par le marché et les effets que tout ça a sur la démocratie, la vie démocratique. Même si l'épidémie a ouvert une brèche là-dedans, il explique bien que la plupart aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent essayer de refermer le plus rapidement possible cette brèche pour ne pas laisser penser que, quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte pourrait être poursuivi. Donc je pense que voilà, on est simplement face à des visions du monde qui sont différentes entre celles de l'État, des hauts fonctionnaires qui l'incarnent, de la classe politique, et celles des citoyens dont on est, des chercheurs, des acteurs de terrain qui prônent plutôt une santé pour tous, universelle, des soins de qualité, un service public hospitalier, voire un service public de soins de proximité, avec des prises en charge de qualité, des patients, des soignants bien dans leur travail, etc. Les économies réalisées, il me semble me souvenir notamment que les excédents de la sécurité sociale qui avaient été réalisés ont servi notamment à financer les mesures pour compenser les mesures du grand débat pour acheter la fin du mouvement des Gilets jaunes. Donc, en fait, ça n'a pas été réinjecté dans l'hôpital, bien au contraire. Et ensuite, ça sert simplement à montrer que l'État essaie de dépenser moins. J'ai perdu les questions. Voilà. Et ensuite, sur la question de cette vision naïve de l'État et du fait qu'on n'est pas, en gros, la France n'est pas toute seule dans cette situation-là. Je vous rejoins complètement. La mutation néolibérale, comme vous l'appelez, elle n'est pas propre à la France, loin de là. Elle concerne tous les pays de l'Union européenne et les États-Unis, etc. Enfin, c'est un mouvement global à l'échelle mondiale et qui ne concerne pas que la France. Donc c'est vrai que là, les discussions qu'on a, évidemment, elles sont dans tous les cas un petit peu stériles, étant donné la configuration internationale dans laquelle on est prise, dans laquelle on est pris, et l'hôpital, les services publics sont pris dans tous les cas. Ok. Loïc? Oui, j'irais dans le même sens. En fait, il y a un but, c'est baisser les dépenses remboursées de santé.
c'est pas baisser forcément les dépenses de santé, c'est baisser aujourd'hui ce qui est socialisé. Euh, Aux États-Unis, on dépense beaucoup plus dans la santé qu'en France, hein, par individu. Beaucoup, beaucoup plus. Sauf que c'est pas un problème, c'est dans le cadre d'un marché. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent finalement diminuer, c'est ces sommes socialisées récupérées par la sécurité sociale et redistribuées sous forme de soins, de retraite. Et on voit que la retraite, ils l'attaquent aussi très largement, hein, c'est la même logique, ou d'allocation familiale, d'accident du travail, voilà, pour faire le tour de la sécurité sociale. Euh, Leur logique, c'est ça. C'est dire, il y a une trop grande part d'argent socialisé qui échappe au marché et ils ont une logique néolibérale, ils ont une idéologie qui n'est pas la nôtre. C'est le marché qui doit diriger. Les dépenses socialisées, l'argent socialisé doit être réduit à la portion congrue et l'État, finalement, ne sert qu'à servir le marché. C'est quand même ça leur logique. Et si à un moment donné, il ne faut pas avoir en effet de naïveté là-dessus, on est sur un conflit de choix politiques et un rapport de force qui, pour l'instant, est plutôt en faveur, c'est le moins qu'on puisse dire, du néolibéralisme. Après, du coup, ils vont continuer. Ils vont continuer parce que leur logique, c'est finalement, c'est plus efficace, dans leur tête, c'est plus efficace que le privé prenne en charge finalement la santé. Et là, on vit un moment difficile parce que le public n'a pas encore fini de mourir. Pourquoi aux États-Unis, alors qu'on voit, c'est une gestion finalement totalement libérale du système de santé, hein, on a de l'argent, on est soignant, on n'a pas, on n'est pas soigné, voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ne remettent pas ça en cause? Mais les affrontements sont extrêmement violents. Quand à un moment donné, les démocrates veulent bouger et bouger quand même pas, ils veulent pas un système à la française, hein, ils veulent un minimum de protection sociale, on a immédiatement le Parti républicain qui monte au créneau alors qu'il y a des millions d'Américains qui ne sont pas soignés. C'est pas leur problème. On est vraiment sur une espèce de darwinisme social et la santé en fait partie aussi. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on se rende compte qu'en effet, on n'est pas tous d'accord et que c'est des affrontements qui doivent être posés sur un plan politique. Malheureusement, les dernières campagnes ne l'ont pas vraiment permis. La santé n'a pas été le sujet qu'elle aurait dû être après la crise Covid. Et la campagne présidentielle, quand même, ça aurait dû être un des sujets phares. Ça a été singulièrement absent. Pourtant, c'est quand même quelque chose qui clarifie vraiment des positions politiques très antagonistes, la santé. On y retrouve tout. L'humanité, la vie, les dépenses. Enfin, on a là un microcosme qui permet de comprendre les choix politiques. Donc, il va falloir qu'on soit plus aigu sur la formulation de ces choix politiques et le fait qu'en effet, pour nous, ça fait partie de dépenses humaines indispensables. Pour eux, ça fait partie de dépenses qui échappent au marché et qu'il faut du coup réduire pour que le marché s'en empare. Et puis après, qu'a-t-on fait des économies? Alors, Fanny a en partie répondu, mais on a surtout exonéré. C'est-à-dire que ça permet de diminuer les recettes de la sécurité sociale aussi. C'est parce que notre problème, c'est pas tant les dépenses, qui n'évoluent pas vraiment, que les recettes qui sont en berne à force d'exonération remboursées par l'État lui-même. Aujourd'hui, c'est des milliards. On évalue entre 160 et 200 milliards les cadeaux aux entreprises, hein, qui sont en subvention directe, en fiscalité, en exonération de cotisation. À un moment donné, ça se retrouve là aussi. On fait un choix de financer aujourd'hui largement des grosses entreprises au détriment de dépenses sociales qui seraient pourtant en voie indispensable. Oui, tout à fait. L'argent est là. Alors, on a une question concernant les mobilisations. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent d'organiser un référendum d'initiative citoyenne sur l'hôpital public, comme ça a été fait pour Aéroport de Paris? Est-ce que c'est une piste qui pourrait fonctionner? Et puis, d'accord pour dire que la mobilisation des salariés et des citoyens et citoyennes n'est pas suffisante, mais elle n'est pas nulle, notamment dans les petites villes. Une centaine tous les vendredis devant l'hôpital de Luçon depuis plus d'1 an, idem à Draguignan et Marmande, des milliers à Oloron, à Bagnères de Bigorre, Champagnole, Mayenne, Saint-Mine, Creil, etc. Peut-être 10 aussi autour de la maternité, ce n'est pas rien. Et puis, alors on a Jean-Noël Delahaye qui nous dit ça fait du bien d'entendre Loïc car la situation, la loi du marché, excusez-moi, naît la démocratie. Nous avons beaucoup de travail militant progressiste pour faire comprendre à nos concitoyens la notion de la vie à la mort. La couverture sociale est une nécessité. C'est la sécurité sociale. Oui, effectivement, le projet politique, au final, c'est de casser la sécurité sociale et de revenir sur ce que vous disiez, la socialisation. Pour répondre aux besoins sociaux. Qu'est-ce que vous inspirent ces nouvelles remarques? Au moins sur les mobilisations, je lis aussi les comptes rendus de la coordination nationale, donc parce que ça ressemble à ce que je lis sur les comptes rendus de la coordination nationale de défense des hôpitaux.
dont je fais partie, hein. Mais en effet, il y a des mobilisations un peu partout. Je ne suis pas en train de sous-estimer la colère et les luttes, mais elles sont bien en dessous de ce qu'on devrait avoir. À Creil, et ça a été cité, on se retrouve à 200, parfois 300, on devrait être 2000, parfois 3000. Et c'est là qu'on a encore une barre à franchir. C'est encore beaucoup les convaincus, un fort noyau militant, mais on a du mal, pour les gens les moins engagés dans la population, finalement, à faire comprendre l'intérêt de ces mobilisations. Et pourtant, ils ont conscience qu'ils ont un problème. Évidemment, il leur suffit de fréquenter une fois les urgences pour concevoir qu'il y a un problème. Mais comment est-ce qu'on le résout? Est-ce que la lutte est une solution? C'est ça encore qu'il faut qu'on fasse passer. Et bah, c'est pas simple. Alors moi, j'entends sur le référendum d'initiative citoyenne qu'on pourrait mettre en place. Pourquoi pas? Mais quelle est la question? Parce que formuler la question sur l'hôpital, c'est pas pareil que sur l'aéroport. On a dit on veut pas le fermer. C'est là, enfin on veut pas le vendre, quoi. Là, c'est un débat qui dépasse la question référendaire. Et donc, on a d'abord un travail d'information, c'est un bâton de pèlerin à prendre et puis à aller discuter à chaque fois. Ça, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas de raccourci à ça. On doit reconvaincre des gens. Et sur le rapport de force et la lutte, bah, on a quand même fait la démonstration depuis 95 qu'on perdait beaucoup, hein, malgré nos mobilisations. C'est quand même ça. Moi, je fais du syndicalisme depuis un petit moment. On est beaucoup en défense, on perd beaucoup. On a du mal à avoir une lutte victorieuse. Et même nos mobilisations de début d'année, ça a commencé et puis bah, on a senti que c'était pas facile parce que la crédibilité de changer quelque chose si proche d'une élection présidentielle, c'était pas simple non plus. Donc voilà, à chaque fois, il va falloir revenir et puis après ça pose la question d'un projet politique crédible. Dans la tête, moi j'ai fait la campagne des législatives, dans la tête de beaucoup de gens quand même, il n'y a pas aujourd'hui à gauche quelque chose de crédible. Voilà. Et donc on a un travail aussi de reconstruction, de véritable storytelling de gauche, hein, quand même, de ce qu'on est capable de porter et de changer, qui aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça parle pas complètement à une majorité d'électeurs. Et quand je vois une gauche rassemblée qui, toute mouillée, fait aux alentours de 30%, bah, je me dis qu'on a encore à rediscuter. Et ce qu'on fait ce soir en fait partie. Mais c'est des choses à multiplier. Ça veut dire qu'on doit le faire aussi au plus proche du terrain, réussir à organiser des choses comme ça dans des quartiers. Nous, on le fait là sur des questions d'énergie, parce qu'on ne fait pas que la santé, mais c'est quelque chose qu'on va faire dans la ville. Et bah voilà, on aura 20, 30, 40, 50 personnes. Et sur la santé, on l'a fait de la même façon dans la ville d'à côté, parce que à chaque fois, c'est réussir quand même à recréer du lien et du débat. Voilà. Okay, c'est bah, du boulot. Ouais, il y a du boulot. Et malheureusement, ce constat des mobilisations compliquées a aussi été fait lors de la séance qui a porté sur l'éducation, où voilà, l'école, les personnels enseignants ont été mis à rude épreuve pendant le Covid. Et bah, paradoxalement, ça n'a pas donné lieu à une mobilisation par la suite. Et voilà, nos intervenants étaient là pour le déplorer, mais aussi pour avancer des pistes pour essayer de remédier à la situation. Fanny? Je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Loïc. En effet, je me faisais la même réflexion par rapport au référendum d'initiative citoyenne. Quelle serait la question? Enfin, je pense que ça peut être un outil intéressant, mais de ce point de vue-là, l'hôpital, la santé, on a besoin d'un débat public plus que d'un simple référendum. Bon, voilà, avec la question qui se pose encore et toujours de qui y participerait et comment est-ce qu'on mobiliserait les gens autour de ce débat si jamais il pouvait avoir lieu. Après, sur la question des mobilisations, je pense en effet que c'est au niveau local, en fait, aujourd'hui, que les mobilisations sont les plus palpables et les plus à même de gagner ou en tout cas de faire changer les choses, puisque au niveau national, on voit que, voilà, malgré la grève des urgences, la grève historique des urgences en 2019 qui a duré des mois et des mois, il y a eu des centaines de millions qui ont été débloqués, il y a eu plusieurs plans d'action, etc. Vraiment, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. Les soignants, les paramédicaux, enfin les paramédicales en l'occurrence, ont réussi à s'imposer comme des interlocuteurs et des interlocutrices légitimes pour le ministère de la Santé. Et ben derrière, concrètement, il n'y a pas eu de grosse mobilisation de patients. Derrière, le collectif Interurgence n'a pas été invité au Ségur de la Santé. Et après le Ségur de la Santé, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Enfin, ça s'est même dégradé. Tout le monde dit que sur le terrain, c'est pire qu'avant. Non pas que le Ségur ait dégradé les choses, mais simplement pour dire que le Ségur n'a rien changé. Donc,
même dans ces mouvements, j'allais dire, qui sont voilà, qui donne de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, et bien dans la mobilisation, dans la structure de la mobilisation, il n'y a rien qui se passe derrière. Bon, donc c'est pour ça que je pense que c'est plutôt au niveau local qu'il peut y avoir des succès, même si j'entends ce que dit Loïc et je pense qu'en effet, il n'y a jamais assez de monde. Bon, je suis assez pessimiste de manière générale. Le parallèle avec l'éducation est très bon. Je pense aussi qu'il y a, il y a un vrai problème de mobilisation du côté de l'éducation chez les enseignants. Ça fait peur à personne, en fait, les mobilisations de profs, les manifs de profs, ça fait peur à personne, les manifs d'infirmières. Est-ce qu'il faut assumer un degré de radicalité beaucoup plus fort, aller beaucoup plus loin? Je sais pas. Je suis coincée et peu optimiste aussi sur ces questions. Peut-être, j'ai une question sur la présence syndicale dans les structures hospitalières et dans le milieu de la santé plus généralement. Est-ce que du coup les syndicats sont perçus comme un moyen de s'organiser de façon efficace et un outil de lutte voilà, qui permet de se structurer, de faire avancer les revendications ou, comme vous le dites un peu dans votre livre, Fanny, il y a des personnels qui sont aussi un petit peu voilà, en distance des organisations, des syndicats, et comment remédier un petit peu à cette situation, lever les obstacles. Loïc, vous qui êtes syndicaliste. Ben oui, je peux répondre. En fait, il y a les deux. Il y a les deux. Déjà, c'est pas la même situation dans tous les hôpitaux, quand même, parce que là, on pourrait faire une généralité, mais c'est pas vrai. Il y a des hôpitaux où, alors je vais parler de la CGT, c'est quand même ce que je connais le mieux, où la CGT est très implantée et a gagné des choses. Hein. Il y a des endroits où on a réussi quand même à gagner. L'hôpital où je suis, la CGT a été très motrice sur les luttes des urgences pendant très longtemps et avec de vraies victoires. Là aussi, il y a un avant et un après Covid. Parce que là, la difficulté qu'on rencontre, c'est que finalement, la CGT aujourd'hui, dans mon hôpital, je vais donner cet exemple parce que à Beauvais, c'est pareil, fait plus de la défense individuelle, de gens qui sont en difficulté dans leur travail, en difficulté avec leur hiérarchie, parce que quand on est sur des situations de conditions de travail dégradées, forcément, des gens cherchent des responsables et c'est plus facile d'incriminer finalement un agent que de voir la problématique globale d'organisation de moyens, ou c'est plus facile d'avoir des heurts, tout simplement. Et donc, on est en train de faire de la défense individuelle plus que de la défense collective. Et donc, la dérive que moi je ressens, c'est que finalement, notre place est en train de changer, plus comme moyen de bataille collective, de mouvement d'organisation de la lutte collective, mais comme finalement moyen de défense individuelle, service de recours pour les gens qui n'en peuvent plus à l'hôpital. Et c'est une vraie problématique parce que du coup, oui, on est utile, mais le changement, c'est pas maintenant. Donc, il y a besoin de retravailler à ce collectif. C'est pas le plus facile parce que les syndicalistes sont comme tout le monde, un peu abasourdis par les coups. Et c'est pour ça que je posais tout à l'heure la question, je l'ai pas dit sous cette forme-là, mais de la perspective politique finalement qu'on donne, parce qu'à un moment donné, on se mobilise s'il y a une perspective. Et c'est vrai pour les syndicalistes comme pour les gens dont je parlais tout à l'heure qui ne voient pas le sens de venir manifester. S'il y a une perspective, ils viennent en fait. Et on a relancé le mouvement de la maternité parce qu'il y avait eu finalement ce tribunal qui avait invalidé l'arrêté de transfert. Ça a donné une possibilité et un espoir. Eh ben c'est la même chose. Pour moi, oui, je suis d'accord avec Fanny, il faut que nos luttes soient beaucoup plus locales, en prise avec les réalités que vivent les gens, de ce qu'ils ont dans la tête, tout simplement, quoi. Que ce soit pas à 10 000 lieues, parce qu'on peut parler de refondre l'hôpital public si les gens ne savent déjà pas comment il marche et pourquoi ça marche pas, on est loin. Donc on a un travail local à faire et en même temps, pour paraphraser Macron, en même temps, on a aussi une perspective politique nationale, voire plus large encore, internationale à donner. Parce que sans ces éléments-là de réflexion collective, de perspective, on a l'impression qu'on est quand même en vase clos sur le territoire et que de toute façon c'est trop gros pour nous. Et donc il faut en permanence réussir à faire ces liens. Et donc d'où le rôle d'une organisation politique, d'une organisation syndicale nationale pour fédérer finalement et donner un objectif commun à toutes ces luttes qu'on mène. Après, en effet, l'un ne va pas sans l'autre. S'il n'y a pas de lutte locale, on pourra toujours avoir le meilleur texte et programme écrit.
personne ne le lira, et puis c'est tout. C'est dans les moments de lutte, finalement, que les gens recherchent aussi à s'informer, à construire et recherchent cette perspective. Ça fait Et un peu, peut-être ça fait un peu, j'annonce les beaux jours, mais moi, je reste optimiste, en fait. Il faut. Peut-être juste pour rebondir sur cette question des syndicats et des syndicalistes, je pense que c'est une position qui est extrêmement difficile aujourd'hui. Déjà, c'est un travail que je trouve assez ingrat, en fait, puisque c'est beaucoup de mobilisation, beaucoup de temps passé pour des résultats derrière assez faibles enfin assez faibles, je veux dire, du point de vue collectif, du point de vue de la perception que les gens vont en avoir et de la mobilisation collective derrière que ça va générer. Et en même temps, ça reste des institutions absolument essentielles pour la défense du droit du travail de la santé et des travailleurs et des travailleuses. Mais quand je dis que c'est une position extrêmement difficile aussi, c'est parce que depuis, mais ça, il me semble que c'est pas récent, depuis au moins les années 45, il y a une sorte d'institutionnalisation en fait des syndicats et de leur place où ils sont relégués dans des rôles en effet de défense individuelle ou dans des commissions d'aptitude ou d'évolution de carrière avec des rôles finalement très institutionnalisés et une difficulté du coup derrière à porter un projet politique qui ait vraiment des répercussions et qui fédère véritablement du monde. Donc oui, individualisation des demandes et des défenses et difficulté à porter un projet collectif. Tout ça dans un contexte de défiance de plus en plus vis-à-vis des syndicats, mais qui n'est pas du tout propre à l'hôpital, à l'université. C'est exactement la même chose et c'est même une place reléguée des syndicats qui est organisée par le système d'une certaine façon. Là, on est en pleine élection professionnelle. On voit la façon dont les syndicats sont tous incités à envoyer les mails au même moment, derrière un principe d'équité qui s'entend, mais où du coup, eh bien, tout le monde reçoit 3, 4, 5, 6, 10, 15 mails d'un coup. Personne ne les lit. Personne ne sait ce que sont les élections professionnelles et la réforme des instances professionnelles. Personne ne vient aux réunions syndicales d'information. C'est vrai que c'est extrêmement déstabilisant et assez peu enthousiasmant on peut être assez pessimiste par rapport à tout ça, mais c'est aussi quelque chose de stratégique de la part de l'État d'une certaine façon, puisque avoir des syndicats forts, une conflictualité forte, eh bien ça nuit aussi aux intérêts de l'État vis-à-vis des marchés et ça nuit à la valeur de l'État et à l'image de l'État sur les marchés financiers. Donc, il y a un intérêt, en effet, à maintenir les syndicats dans cette posture-là, qui est alimentée, donc, comme je vous le disais, par un climat de défiance vis-à-vis des syndicats qui ne rend pas la tâche facile, je trouve. Ok. Et du coup, moi, j'avais aussi une question sur le rôle des chercheurs en sciences sociales, comme vous l'êtes, Fanny, pour documenter un petit peu les conséquences de ces politiques. Ces travaux de recherche, est-ce qu'ils sont plutôt récents? Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux? Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens qui sont alloués pour les mener? Et quelle utilité on en fait derrière? Ça peut être utile pour les mobilisations, pour donner concrètement des éléments tangibles pour constater les conséquences des politiques et qu'en font également les autorités, les pouvoirs publics. On l'évoquait avant le début du webinaire, c'est peut-être l'occasion de le dire publiquement. Oui, ben, malheureusement, qu'est-ce qu'ils en font? Pas grand-chose. Comme je vous le disais justement avant qu'on commence, je sais que notre livre, quand il est sorti, donc au moment de la grève des urgences, je sais qu'il a été sur le bureau de certains directeurs d'hôpital. Je sais que Olivier Véran, quand je l'avais croisé sur un plateau de radio, était en train de le lire avant qu'il soit ministre de la Santé. Mais bon, enfin, voilà, je pense que les infos remontent, que les travaux peuvent remonter. C'est pas pour ça qu'ils sont lus, mais quand ils sont lus, c'est pas pour ça qu'ils sont appliqués. Bon, c'est bien dommage évidemment de notre point de vue, mais voilà, je pense qu'en fait, on se heurte à des visions du monde qui ne sont pas les mêmes dans tous les cas, et le potentiel, enfin, en tout cas, ce que j'identifie comme un potentiel
subversif, critique de la recherche, eh bien, voilà, n'est pas quelque chose dont se saisissent les politiques, évidemment. Par contre, il y a des ponts qui sont faits avec les gens de terrain, avec les syndicalistes, avec les usagers ou les patients. Et justement, au moment où le livre est sorti pendant la grève, on a été systématiquement invité avec des membres du collectif Interurgence, puis des membres du collectif Interhôpitaux. Et notre livre a été... Enfin, a servi, je dis ça en toute modestie, hein, d'écho sur certains points aux revendications qui étaient portées. Et là, moi, il me semble, puisque c'est aussi voilà, je partage cette vision de mon travail avec d'autres chercheurs, il me semble que c'est aussi le rôle que doivent jouer les sciences sociales, comme je vous disais, ce rôle aussi de gratte-poil, critique. On est là aussi pour pointer des dysfonctionnements en s'appuyant évidemment sur des travaux scientifiques et sur une démarche, une méthode scientifique. Mais bon, derrière, c'est aussi la place des sciences sociales qui est en jeu, hein, et elle a pas une bonne place aujourd'hui. La sociologie, en l'occurrence, n'a pas bonne presse. Elle est identifiée comme étant identifié comme la culture de l'excuse. On serait même responsable d'un certain nombre de problématiques sociales, de maux sociaux aujourd'hui, et puis même de la part de collègues dans le champ universitaire. Un champ universitaire un peu comme l'hôpital est quelque chose de, voilà, est un champ très divisé. On n'est pas du tout encore homogène. Il y a beaucoup, voilà, beaucoup, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un certain nombre de chercheurs qui ne partagent pas cette vision des sciences sociales que je viens de vous décrire et voilà, qui la dénoncent assez ouvertement. Ok, ben nous, en tout cas, à la Fondation, on continuera à s'intéresser de près aux sciences sociales et aux travaux des chercheurs. On s'achemine vers la fin, donc je vous propose peut-être quelques mots pour conclure. Alors, on avait des remarques, mais bon, je pense que tout le monde a pu en prendre connaissance. Et puis, une dernière remarque sur le syndicalisme de lutte qui joue aussi un rôle important sur la santé dans l'état psychologique, qui a mené des luttes. Cette personne est issue de la fédération, excusez-moi, je suis issue de FT et dans la privatisation, le MEDEF et les forces de l'argent ont tout analysé, le personnel mais aussi les clients. Usagers d'un service public, rien n'a été laissé au hasard. Mon engagement sur les problèmes de santé et l'organisation de la santé ont ouvert des réflexions sur le rôle essentiel du service public de la santé, tant dans la ville que le service public de l'hôpital. C'est pourquoi je participe aux initiatives santé. Voilà, personne nous partage leur expérience. Loïc, donc pour une conclusion. Et puis... J'ai pas de conclusion en tant que telle, puisque voilà, c'est un chantier qui continue. Une remarque quand même sur le syndicalisme, là. J'entends bien hein, les difficultés qu'on peut vivre, je les vis. Donc, à porter un projet collectif et en même temps, bon, j'ai la faiblesse de penser que mon syndicat est un peu différent. Hein. Ça reste quand même un syndicat de lutte de classe qui a une vocation quand même à porter le projet collectif et c'est comme ça aussi que la CGT se distingue depuis les années 45. Voilà. Après qu'on soit en difficulté, on a un congrès qui va arriver, donc c'est aussi pour nous l'occasion de travailler à reformuler ce projet collectif et puis ces luttes collectives. Après, on est, voilà, je pense, avec toutes ces difficultés, on a quand même eu cette capacité à provoquer des mouvements sociaux et des réflexions collectives importantes de ces dernières années. Le collectif Interurgence a joué sa place, mais enfin, il n'était pas... heureusement qu'il y avait aussi toute la structure syndicale qui relayait sur le plan local, parce qu'il faut bien mesurer que cette grève, elle était vraiment multiforme. Alors moi, je ne pose pas les uns aux autres. Je pense que voilà, ceux qui préfèrent s'engager en dehors d'une structure syndicale, souvent par méconnaissance à mon sens, mais le peuvent, c'est pas un souci. Mais ça reste un rôle essentiel et ces travaux individuels que nous faisons, alors je pense qu'ils sont déterminants parce que c'est au jour le jour aussi sauver des salariés, participent aussi de ces petits points qu'on met à chaque fois pour travailler au projet collectif et puis à la lutte collective. Et moi, j'ai quand même fait l'expérience sur l'hôpital de Victoire. Alors, c'était pour les médecins urgentistes, mais le décompte de notre temps de travail, quand j'ai commencé, on n'avait même pas de décompte de temps de travail. C'était des demi-journées interminables, des heures de garde pas comptées, puisque c'était pas compté dans le temps de travail. Ça a été une lutte. À Creil, on l'a mis en place en 2003. Ça a été mis sur le plan national en 2015. Il a fallu 12 ans
pour réussir finalement à imposer une réglementation du temps de travail des médecins urgentistes. Mais pendant 12 ans, ça a été une lutte. Alors, c'est long, ça peut être décourageant, mais à la fin, on a quand même gagné. Et finalement, bon, alors, en plus, on était content, c'était l'exemple crayois qui a été retenu à l'époque dans la circulaire Touraine, hein, c'est ce qu'on avait écrit qui, finalement, aujourd'hui, organise le temps de travail des médecins urgentistes. Mais oui, c'est des revers, c'est des batailles, c'est long. Mais finalement, avec un petit peu d'obstination, à la fin, moi, je pense qu'on gagne. Et comme dirait Ruffin, à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Voilà. Merci Loïc pour cette perspective optimiste d'espoir. La lutte paye effectivement, donc il est effectivement important de rappeler que les victoires existent et peut-être en parler davantage pour mobiliser plus largement. Bon, bah voilà, on s'achemine vers la fin. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents et d'avoir participé activement à ce webinaire. Et cette séance qui était la clôture du webinaire face à la pandémie des choix de société. Merci Fanny Vincent, merci Loïc Penn de nous avoir consacré du temps pour cette séance passionnante sur l'état de l'hôpital public et la nécessité de se mobiliser pour un service public de la santé financé à la hauteur des enjeux et qui réponde aux besoins sociaux pour toutes et tous.